Quand je pense que maintenant il faut attendre 2 ans pour la suite. House of the Dragon, saison 3, épisode 8. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, je ne vais faire que spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode en question, allez le voir et revenez après car j'ai spoilé dans 3, 2, 1, c'est parti. Oui, c'est confirmé, la saison 4 sortira bel et bien en 2028. Ça sera la dernière saison de la série et je pense qu'ils vont réussir à conclure. Là, je trouve qu'ils ont plutôt bien mis les choses en place pour arrêter la série dans 2 ans. Ouais, c'est frustrant de passer de 10 épisodes à 8 et la dernière saison aura 8 épisodes aussi normalement. Mais là, en théorie, ça va aller vite. Ne vous inquiétez pas, entre temps, il y aura du Game of Thrones, il y a A Knight of the Seven Kingdoms saison 2 qui sortira sûrement début 2027, ils savent pas si ça sera genre l'hiver ou le printemps 27, mais en tout cas il y aura du Game of Thrones. Maintenant le problème que j'ai avec cette saison 3 d'House of the Dragon, c'est le même problème que j'avais à l'époque avec The Walking Dead. C'est-à-dire que début de saison, toujours bien, fin de saison, toujours bien, et le milieu c'est un peu le vide. C'est un peu genre des petits progrès pour mettre en place la fin, le cliffhanger et le début de la prochaine saison. Et j'ai juste envie que la saison 4 soit pas comme ça. Ça sera la dernière, ils vont pas faire du Walking Dead à faire des centaines de saisons. Mais moi, ça m'énerve quand une série fait ça. Début incroyable, épique, trop bien. Ensuite, ça se calme pendant toute la moitié de la série, sans rien faire de marquant. Et du coup, ça crée un rythme qui est tellement inégal où ça monte fort, puis ça redescend, puis ça remonte à la fin. Et je déteste ce format de série. Mais c'est le problème de beaucoup de séries. Et je voulais pas qu'House of the Dragon tombe dans ce format-là, mais malheureusement, c'est le cas. La saison 2, qu'on l'aime ou pas, c'était plus égal, je trouve, dans la manière dont c'était rythmé l'intégralité de sa saison. Là, c'est trop inégal. Sûrement parce que ça souffre du fait d'avoir la fin de la saison 2 au début de la 3, ensuite de devoir faire du remplissage et d'arriver à cette fin de saison-là qui avance, qui met bien en place les choses et qui est cool, mais qui forcément crée une sorte de frustration, où tu dis pourquoi toute la série n'avait pas ce niveau. Et je parle pas d'effets spéciaux, hein. Attention, je parle d'enjeux, je parle de drame, je parle de personnages. Bref, on va parler de tout ça. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VO STFR et même la VEF dans certains cas. Sur Disney+, vous avez déjà Avatar 3 où le diable s'habille en Prada 2. Sur Prime Video, vous avez Projet Dernière Chance. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un abonnement avec Canal, connectez-vous avec ce compte sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir des films comme de drama ou encore Mortal Kombat 2. Et en plus, les serveurs CyberGhost sont optimisés par plateforme de streaming. Il n'y aura aucun problème. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un abonnement dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie, ça fonctionne encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Vous le savez, maintenant il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Si vous voulez continuer à vous Tom le Holland en paix, prenez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une certaine manière, avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité et vous pouvez continuer votre cinéphilie. Clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucune difficulté. En quelques clics, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je savais que cet épisode-là allait avoir des idées de mise en scène, contrairement à beaucoup d'épisodes de cette saison, car le premier plan, c'est un plan caméra-épaule, plan séquence assez court, mais on avance, on découvre Rhaenyra qui dort, qui se réveille, un peu étonné. Il y avait déjà la mise en scène, tu dis, ok, on est dedans, c'est un metteur en scène qui fait cet épisode. Maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à voir Rhaenyra pleurer de la sorte. Pas sûr d'être fan de l'accroche femme qui est tellement émotionnelle et triste qu'elle réagit mal à certaines news et qui du coup va utiliser cette tristesse et la transformer en peur et devenir une tyrante par rapport à ça. Je trouve que c'est un peu cliché par rapport à toute la thématique des femmes qui ont du pouvoir et le féminisme entre guillemets de la série parce que la place de la femme a été hyper importante dans cette saison 3, et là je trouve que c'est un peu facile, et c'est pas très dans l'arc de personnage, de la montrer aussi instable et aussi triste de cette actualité. Je comprends pourquoi et tout, mais je trouve que ça le fait pas du tout pour la série, je trouve que ça allait un petit peu vite. Elle parle de s'être battue et d'avoir souffert, et c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'elle est sur le trône depuis 5 minutes. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que je comprends pourquoi elle pleure en tant que personnage, mais je trouve que ça va un peu vite, et je suis pas d'accord de comment elle change vite d'avis, parce qu'elle aussi, elle se fait un peu manipuler par les gens autour d'elle. Il y a un truc qui est intéressant, c'est quand même le fait d'être hantée par son passé. L'argument du père est revenu constamment lors de cette saison, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'aura jamais le niveau de son père d'après elle.
c'est utilisé contre elle. C'est ça la force du truc, c'est l'appel au passé. L'ancienne Valeria avec cette arme politique qui est quand même le retour aux traditions à l'époque, vous savez, l'époque glorieuse d'avant, c'est une arme souvent utilisée par les fascistes de manière générale, c'est regardez le passé, l'Empire romain par exemple, c'était vraiment ça les fascistes pour le coup. Donc c'est intéressant que la crainte qu'elle avait d'elle-même de ne pas être aussi forte et aussi bonne régente que son père, est utilisée contre elle pour faire d'elle quelqu'un de cruel. Et ça, je trouve que c'est plutôt intelligent, c'est bien qu'elle ait eu du mal à se l'approprier, et d'un coup, lorsqu'on la met sur cette piste, elle y va à fond et joue la case de l'ancien empire que j'aime beaucoup. Par rapport aux dieux, par rapport à la gloire passée, je trouve que c'est une très bonne idée de personnage, mais aussi politiquement, c'est une bonne idée qui colle plutôt bien, qu'elle va elle-même utiliser avec les autres pour les motiver, quoi. En plus de ça, vu que c'est Daemon qui la pousse dans cette direction, il y a un côté un peu de tension sexuelle, lui qui lui dit qu'elle n'est pas un monstre ou ce genre de choses, donc ça c'est vraiment cool, et c'est cool aussi de voir que Daemon a réussi ce qu'il voulait. Il va avoir une régente qui va dominer par la force, chose qu'il va regretter à la fin de l'épisode où il voit la destruction qu'il a causé en réalité, parce que c'est Daemon aussi qui cause ces destructions par rapport à ce qu'il a dit et fait, et il se rend compte du monstre qu'il va libérer sur Westeros. C'est pas le fait qu'elle devienne méchante qui me dérange moi personnellement en soi, c'est le fait de l'avoir pleuré et ensuite devenir méchante comme ça assez rapidement. Je trouve que c'est pas hyper intéressant comme arc de personnage, mais quand elle menace sa propre famille, d'ailleurs j'aime beaucoup comment tout cet épisode-là, elle commence à mettre la main sur les gens, et commence à être super tactile, que ce soit pour le réconfort ou pour menacer comme elle le fait ici, ça divise ce qu'elle fait. Clairement, l'empathie n'a pas marché pour elle. Elle a essayé d'être bonne. Elle essaie d'être sympa avec les gens, mais les gens ne l'ont pas respectée parce que c'est une femme, parce que c'est pas la régente légitime, ce genre de choses. Donc maintenant, elle va motiver entre guillemets par la peur. Et le fait qu'elle soit beaucoup plus tactile, qu'elle s'impose aussi physiquement, je trouve que c'est une bonne idée de mise en scène. J'aurais aimé juste que ce début soit un petit peu différent parce que c'est pas très original. C'est aussi intéressant qu'elle se débarrasse de Mysaria. Mysaria, c'est comme une femme qui avait un certain contrôle sur elle. Il y avait une sorte de romance un peu bizarre qui s'installait. Donc c'est bien de se débarrasser de quelqu'un qui t'a vu faible, qui t'a vu pleurer, qui t'a manipulé entre guillemets. C'est pas pour rien qu'elle joue avec la maquette de la ville. Et elle doit s'émanciper de tout ennemi possible. Est-ce que c'est une bonne méthode? Bah forcément que non, parce que les gens vont se retourner contre elle et la peur ne résout rien. Mais elle a déjà essayé l'empathie. Donc c'est normal de comprendre que là, elle veut essayer autre chose. C'est intéressant et ça montre à quel point le pouvoir corrompt. Parce que quand t'es sympa et t'es dans une position de pouvoir, les gens te respectent pas. Et quand tu es dans une position de pouvoir et tu utilises ce pouvoir de manière méchante, horrible, les gens veulent se retourner contre toi aussi. Donc c'est ça qui est intéressant dans la série, c'est comment est-ce que tu es sur ce trône et comment est-ce que tu peux régner. Comment est-ce que ça peut bien se passer. Concernant Mysaria, par contre, c'est vrai que je suis pas méga fan, non pas de la manière dont elle s'en sort, parce que ça c'est un peu facile, je trouve qu'elle se casse comme ça. Je suis pas fan de la scène où elle révèle tout à Helaena. Je trouve que c'est facile, je trouve que c'est un peu, facilité scénaristique, il s'en débarrasse comme ça aussi rapidement. C'est en partie excusé par le fait que Mysaria n'est pas une prisonnière, elle se fait exiler mais va garder ses privilèges. Il y a une forme de respect tout de même, elle essaye, Rhaenyra, de la faire partir de manière positive. Mais c'est juste l'esthétique de l'épisode et la manière dont ces séquences-là se connectent entre elles que je trouve assez faiblard en réalité. En plus, voilà, ce genre de scène, ça n'est pas, c'est gris, c'est moche. T'as l'impression que juste ces deux actrices qui se croisent comme ça, il n'y a rien de vraiment fort ou d'émouvant. Tout semble un peu simple, malheureusement, dans certaines séquences de ces épisodes-là. Le meilleur exemple, c'est à la fois les deux scènes avec les enfants de Corlys. L'un n'est pas sûr de sa place, car moralement, il n'est pas d'accord avec Rhaenyra, surtout qu'il y a une romance avec l'autre femme avec laquelle Rhaenyra s'est un peu frité au tout début de l'épisode, enfin pour pas dire complètement menacée. Et l'autre est 100% derrière elle pour une position de pouvoir, mais c'est surtout pour se rebeller contre son père qu'il a jamais vraiment accepté, sauf récemment. Et ça a toujours été ça, c'est comment on se venge de son paternel, comment est-ce qu'on arrive à dépasser l'héritage de ses parents. Rhaenyra c'est ça, ses enfants c'est ça aussi, mais avec différentes approches. Il y en a un qui devient plus méchant que l'autre, avec Rhaenyra qui sera horrible, qui sera une tyrante, et lui qui épouse complètement ça. C'est ça qui est intéressant, c'est voir comment on s'émancipe du pouvoir et des parents. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée de les voir comme ça, surtout que du coup t'auras sûrement un combat entre les deux frères et tout. Ils sont en train de teaser beaucoup de choses que j'aime bien. J'adore aussi le regard de Rhaenyra, la reine des bâtards, taguée comme ça dans la rue. Elle en a plus rien à foutre, c'est ça la vérité, elle en a plus rien à foutre. Elle est même en tenue militaire, avec de la maille et tout sur elle. Elle va à la guerre dans sa propre ville. Si les gens vont y passer, les gens vont y passer. Elle réfléchit comme ça aujourd'hui. Elle fait même de la propagande aux enfants, quoi, directement, en parlant de ce qu'elle va faire, de l'héritage et tout. Elle force même les religieux à lui obéir. J'aime beaucoup d'ailleurs ce plan où on voit les flammes en train de consommer Rhaenyra. Sinon, mort s'en suit. Enfin, elle menace le Vatican, quoi, l'équivalent, en disant quelque chose que je trouve assez intéressant. On n'a même pas les mêmes dieux. Parce que l'ancienne Valéria n'avait pas ces dieux-là.
Ça qui est intéressant, c'est que c'est des arguments fascistes depuis le début, même si en théorie Mussolini lui a demandé l'approbation des prêtres à l'époque et du Vatican hein, pour faire ce qu'il fait, il a dû jouer dans leurs mains, là c'est un peu l'opposé. Là elle s'oppose à la religion, elle devient une vraie hérétique et elle utilise l'excuse des dragons. La nouvelle religion, c'est les dragons, c'est ça le vrai pouvoir, c'est pas le fait de croire ou quoi. Les dragons, tuer les prêtres, c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas de retour en arrière par rapport à ça. Il est en train de tuer ou de détruire, si vous préférez, toutes les institutions qui ont fait tenir sa ville pendant longtemps, quoi. Elle a même un speech de tyran que je trouve assez fort, parce qu'encore une fois, c'est cette quête de légitimité, c'est les arguments fascistes classiques et tout, mais il y a un truc où le peuple, il a l'air d'y croire un petit peu. Ils se disent, ok, c'est peut-être un nouveau début, c'est peut-être un nouveau monde, et tu vois qu'il n'est pas non plus en désaccord total. Il y aura évidemment des rebelles, ce genre de choses, mais elle tente un truc un peu nouveau, quoi. Elle s'émancipe du passé, elle veut avancer, et ça, c'est une promesse qui a toujours bien marché, tout en faisant appel au passé, quoi. C'est ça qui est fort. C'est que elle veut créer quelque chose de nouveau en utilisant le passé. Et je trouve que c'est une chose qui marche plutôt bien, et j'ai hâte de la voir régner, parce qu'il sera horrible, évidemment, avec le peuple, mais le peuple, il a l'air non pas que effrayé. Il y a peut-être un truc à aller chercher là-bas, côté du peuple, qui sera d'accord avec elle. C'est toujours ça, hein. Je veux dire, il y a des peuples qui sont d'accord avec les fascistes, hein. C'est ça la vérité, il faut le dire. Donc j'ai hâte qu'ils explorent ça un petit peu, voir s'ils vont bien le faire. Maintenant, concernant Hormound, il y a plein de choses que j'aime bien. C'est toutes les scènes qui ont lieu à l'aube, parce qu'au fait, c'est avant la guerre, c'est ça qui est intéressant, ils se préparent tous à aller à la guerre, c'est le début, l'éclairage est plutôt cool, parce que tu vois vraiment le soleil en train de se lever tout le long, et en plus, lui, il légitimise la guerre aussi. Il est en train de donner un vrai pouvoir symbolique et politique à cet enfant, ou adolescent, si vous préférez. Il rend ça officiel et sérieux. Et en même temps, il crée un vrai responsable du conflit. Parce que c'est lui qui est là depuis le début, entre guillemets, en train de manipuler, en train de préparer le terrain pour sa guerre politique et tout, mais il veut pas assumer les conséquences. Donc il dit, voilà, c'est pas moi le responsable de la guerre, c'est toi. C'est 100% un lâche qui ne veut pas avoir la vraie légitimité et la vraie responsabilité. Du coup, elle la donne à quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. C'est un sacré connard, hein. Il utilise vraiment des enfants pour se protéger et amadouer l'ennemi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu sais pourquoi. Il est dépassé par les événements. Il est vraiment hors de lui parce qu'il sait pas comment gagner cette guerre. Il est complètement perdu et il sait qu'il peut pas gagner sans un dragon. Et justement, quand tu as ce plan de Caraxès au-dessus de la ville, je trouve que le plan est génial. Il n'y a pas beaucoup de plans géniaux, surtout si tu ouvres les yeux, hein, parce que pour le coup, c'est visuellement très moche. Hein, tout le monde. Encore, je suis désolé, hein, je le dis chaque semaine, mais c'est très gris. C'est laid. Par contre, formellement, l'idée du dragon qui passe au-dessus, lui en panique, qui cherche son dragon à lui, il y a des idées de mise en scène dans cet épisode-là que j'aime bien. C'est juste que c'est laid, quoi. Et ça m'énerve, ce travail de photo grise. T'as l'impression que c'est vraiment fait de manière cheap, parce qu'il voulait pas éclairer comme il faut, parce que je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je sais pas pourquoi c'est la DA de cette œuvre, avec ce focus toujours qui m'embête. Bref, franchement, cette série, est-ce qu'elle est tellement meilleure avec un vrai chef-op, là c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, j'aime bien, parce que Caraxès, il est au-dessus de la ville, il est en train d'intimider. Il est là, il se dit, bah attendez, moi les gars, je peux tout cramer en 2 minutes, et on passe à autre chose. Et en termes de plan, c'est une bonne idée d'avoir ce dragon qui est là, qui peut tout cramer, quoi. Et de même pour l'armée, en théorie, c'est impressionnant. En théorie, tu dis, ok, bah voilà, il y a une vraie armée là, il y a un siège de la ville qui va se mettre en place, et une attaque même, mais que c'est moche. En théorie, c'est impressionnant, mais c'est moche parce que le gris gâche tout, les effets spéciaux, bah ça fait tout faux, hein, surtout les plans larges. Là, j'ai mis le plan peut-être le plus ok de la scène, mais tous les autres plans, il n'y a pas ce côté épique, il n'y a pas ce côté grande armée. Pourtant, il y a pas mal de figurants, tu le vois, mais la manière dont c'est mis en avant dans cet épisode, ça fait fake tout le long, et c'est dommage. Même la musique de guerre n'aide pas. Tu dis, ok, une musique de guerre un peu épique et tout, mais il y a quoi? Il y a certains plans où il y a 7 pélos et tout le reste est fait en CGI derrière. Il y a des cascadeurs, ok, qui vont se faire cramer, et ça c'est classique, Game of Thrones, ils le font depuis des années et des années, ça rend plutôt bien. Mais globalement, il y a un problème d'échelle. Ils n'arrivent pas à créer une bataille épique parce que ça fait faux tout le long. Et c'est dommage, quoi. Et encore une fois, les choses les plus impressionnantes, c'est ces discussions entre personnages, quoi. Là, tu vois, il y a beaucoup de gens autour d'eux. C'est très plat la manière dont c'est filmé, encore une fois, je suis désolé, hein, mais c'est éclairé comme dans un studio, ce qui est vraiment dommage. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'enjeu, il est là. La meilleure scène de cette bataille, entre guillemets, pour l'instant en tout cas, c'est la bataille d'ego entre Daemon et Corlys, le délire entre la tradition et la colère de ces personnages-là, le fait de vouloir faire une alliance, le fait de ne pas vouloir une femme reine, il y a plein de débats intéressants, l'ancienne Valyria et tout, il y a un moment d'acting que je trouve plutôt bon de la part de tous les acteurs, il y a un truc, surtout de la part de Matt Smith, il y a quelque chose, et c'est là que l'enjeu est intéressant, c'est qu'ils se demandent vraiment, est-ce qu'on peut faire la guerre proprement ici? Est-ce qu'il faudrait pas juste anéantir la ville? Il y a quelque chose où ils hésitent à faire alliance, malheureusement, voilà, ça part pas, parce que l'ego gagne, ils pensent qu'ils vont
tout gagner. Mais il y a ce débat avant de lancer ces vikings et tout, qui font une sorte de rituel un peu bullshit. Il y a ce débat de se dire, voilà, il y a une possibilité de pas faire la guerre, il y a une possibilité de paix. Mais l'ego des humains fait qu'ils vont quand même à la guerre. Ils auraient pu faire la paix. Ils auraient pu gérer ça convenablement, avoir un truc où chacun a ses dragons et on fait la paix, comme dans le monde aujourd'hui avec les bombes nucléaires. On a chacun nos bombes nucléaires et on se tape pas dessus. Mais ils ont décidé de se taper dessus. Donc je trouve que ça, c'est plutôt intéressant comme choix. Le speech de Daemon, franchement, bah pareil, c'est un peu du bullshit parce qu'à la fois, c'est un speech de bataille, mais en même temps, bah toi, tu connais personne sur le terrain, sauf ce leader des Vikings. Du coup, moi, je pense toujours à Peter Jackson qui disait qu'il faut avoir un personnage connu tous les 3 plans. Là, mis à part Daemon et ce gars-là, vous connaissez qui côté Rhaenyra? Personne. Du coup, tu auras une bataille où tu as majoritairement des no-name. Là, le rituel viking, entre guillemets, là, on dirait même le haka un peu néo-zélandais, ça te fait rien. C'est le vide absolu. C'est un peu dommage. Et justement, je trouve pas que le combat est nul par rapport à nos repères, parce que c'est assez simple en termes de repères. T'as un château et t'as l'armée qui attaque. Tu sais que ça peut venir de plusieurs côtés. T'as des cavaliers et tout. Mais en termes de mise en scène, en termes d'enjeu émotionnel, bah ça fait très faux, encore une fois, je suis désolé. Parfois ça devient un peu réel quand t'as ce plan séquence de ce leader qui va monter l'échelle et ça sera vraiment un plan, il y a un truc un peu plutôt concret et réel, mais globalement c'est pas une scène d'action mémorable, impressionnante. Enfin moi je pense à Game of Thrones, Blackwater qui est même pas une vraie grande scène de bataille dans la saison 2, c'était plus impressionnant parce qu'il y avait un truc en termes de visuel, en termes de personnages et tout quoi. Là, c'est pas très mémorable ou impressionnant, ça devient mieux quand il y a des moments forts, genre Caraxes qui regarde avec son long cou, j'adore l'esthétique du long cou, parce que ça correspond bien avec la géographie de la bataille, avec la porte entière, mais aussi le château, quoi, il a des défenses et tout, et Caraxes, avec son long cou, il crée un truc assez unique. Dommage que le dragon ait été mis de côté juste après, bon, c'est expliqué par le scénario et tout, mais c'est dommage parce que esthétiquement, il y a un truc assez fort et marquant, surtout que quand il s'impose, tout change, quoi. Et ça crée une séquence assez forte où Daemon est prêt à tuer des enfants. De une, mais surtout qui charge lui-même dans la bataille, encore une fois avec un plan, séquence et tout. Donc moi ce qui m'énerve dans ces scènes d'action-là, c'est que quand t'es en intérieur, c'est vachement mieux parce que c'est des vrais décors, tu ressens un peu les chorégraphies, tu sens vraiment les personnages qui avancent comme il faut, le montage est pas atroce, il laisse les acteurs et cascadeurs bien jouer, on se repère bien, tu vois notre leader, un viking entre guillemets, en train de buter des enfants, donc c'est plutôt resserré, c'est un peu plus claustro parce que c'est à chaque fois des petites ruelles où t'es sur la muraille et tout, donc c'est vraiment bien de ce point de vue-là. C'est moins marquant je trouve parce que bah esthétiquement ça reste encore une fois assez dégueulasse, mais au moins tu ressens les coups, tu sens qu'il y a une choré, tu sais que c'est travaillé et tout, mais c'est trop inégal quoi. Il y a des séquences où ils mettent des plans séquences plutôt cool et d'autres où c'est un peu le bordel, il faut des plans, tu sais pas ce qui est guide dans ce plan là et c'est pas marquant plus que ça. Même le combat 1-1 de Daemon, il est cool car il laisse justement les acteurs jouer, c'est lisible, c'est propre. Mais en termes d'enjeu émotionnel, t'en as un peu rien à foutre, il faut dire les choses. Tu penses pas que Daemon est fondamentalement en danger, il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça, et t'y crois pas du tout. Alors oui, c'est cool comme combat à regarder, c'est moche encore une fois malheureusement, esthétiquement, je suis désolé, je me répète, mais au fait je pense à cette série-là, et surtout à ce combat-là, avec un chef-op qui avait du contraste, qui aurait autre chose que juste ces plans gris dégueux, quoi. On dirait qu'il y a un filtre gris par rapport à l'épisode, et c'est dommage parce que je pense que l'épisode aurait vraiment gagné à avoir plus de gueule. Mais en tout cas en termes d'enjeu, là ça en manquait. Là où ça gagne en enjeu je trouve, c'est avec l'arrivée du dragon Dolph, c'est encore impressionnant de voir justement un dragon tout cramé. Mais là ça va en fait, quand t'as un dragon full CGI qui crame une armée full CGI, tu ressens un peu le poids des choses. Game of Thrones, et surtout ce dragon, là c'est surtout cette série-là, elle a vraiment du mal entre le mélange de vrais figurants, de vrais acteurs et du CGI, ça fait faux. Mais quand c'est full CGI, honnêtement ça va. Parce que justement, c'est des artistes d'effets spéciaux qui donnent du poids, de la physique aux choses. Et voir ce dragon-là tout cramé, cette armée, ça reste impressionnant. Ça reste marquant. C'est pas nouveau pour Game of Thrones et ça manque des plans épiques qu'on aurait pu avoir dans Game of Thrones, justement, dans les dernières saisons avec Daenerys. Mais rappelez-vous de l'esthétique. Quand Daenerys crame l'armée, là, de saison 7, je crois, mais il y a des plans iconiques de malade. Et là, bon, c'est cool, on a déjà vu ça, c'est sympa et tout. Donc j'aime bien que ce soit ok. Ça me dérange pas, je vais pas être là à cracher sur l'épisode en mode ouais, c'est moche, même si je l'ai beaucoup fait. Ouais, il y a pas d'impact, c'est vrai, il y a pas beaucoup d'impact, mais est-ce que émotionnellement il y a un truc? Je trouve que justement quand Ulf se rebelle, il y a un truc satisfaisant à lui qui se dit ok, j'en ai ras le cul, je me lâche, je suis libre, j'ai mon dragon, j'ai pas besoin d'être avec l'un ou l'autre, et ça crée pas mal de séquences cool, ou même la mort d'Ormund elle est satisfaisante, je vais pas laisser beaucoup cette image parce que j'ai peur de YouTube, et ça crée des moments d'enjeu de personnage où ce mec qui se lâche, qui va être lui libre de son côté et t'es content pour lui, va créer un vrai problème dans ce monde avec la femme de Yu qui a été tuée, du coup lui aussi il aura plus vraiment d'alliance entre guillemets à voir ce qu'il va choisir, mais surtout ça crée un problème pour le monde. Tu peux plus contrôler les cavaliers,
tu peux plus contrôler les dragons, donc ces bombes nucléaires. Et ce mec-là qui était toujours bourré au bar, qui voulait juste être libre, qui fait un petit peu sa vie, qui avait des problèmes, hein, attention, hein, c'est bien de le voir s'émanciper en tant qu'arc de personnage. Il y a un côté vraiment satisfaisant, c'est le terme. Maintenant, ce qui crée est bien plus dangereux, ce qui crée est bien plus permanent, on va dire, de manière générale pour le monde, et c'est ça qui est fun. Et surtout que ça surprend les deux armées. Les deux sont complètement tétanisés par ce qui s'est passé. Ils se rendent compte qu'en fait, on peut pas contrôler un humain tu vois, quand un humain qui a du pouvoir, il est pas contrôlable. Et c'est une leçon assez intéressante, quoi. Surtout que c'est un mec qui décide de se venger contre ces deux armées, donc il tue plein d'innocents, il rase une ville entière. Mais t'as même Daemon qui se rend compte qu'en fait, la guerre, c'est vraiment de la merde. Il peut pas gagner cette guerre. Quoi qu'il arrive, ils vont perdre quelque chose. Là, le fait d'avoir complètement rasé cette ville, ou presque, ils ont perdu la guerre en réalité. Mais les deux camps ont perdu la guerre. C'est ça qui est fascinant dans cet épisode-là, c'est qu'ils regrettent d'avoir lancé et débuté cette guerre alors qu'ils pensaient l'avoir sous contrôle. Il suffit qu'un gars pète un câble et c'est fini. Et c'est ça, la morale politique de l'œuvre aussi. Et j'aime bien ces idées de mise en scène où tu vois Daemon regarder les enfants brûler à côté. Il voit la ville en feu. Et même s'il continue à se battre, il se rend compte de l'erreur qu'il a commise et à quel point avoir une Rhaenyra comme ça sur le trône va être dangereux. Et surtout avoir des gars comme ça qui sont plus du tout fidèles, avec des dragons se balader partout, ça va être assez intéressant à voir. Et il se rend compte que là, ça va être un combat difficile à mener. Surtout que personne va être gagnant dans cette histoire, quoi. Donc je trouve que la bataille était cool, mémorable non, mais une bonne conclusion à cette saison pour voilà, de l'action, des effets spéciaux, c'était ok, quoi. Mais c'est un peu le problème de toute cette saison, j'ai tout trouvé ok. Genre tout est bien fait, mais jamais c'est élevé au-delà. Jamais t'as ces séquences incroyables, hyper mémorables, hyper marquante où je vais me dire putain rappelez-vous de cette saison 3 de House of Dragon, alors que Game of Thrones, évidemment même les dernières saisons qui sont moins bien on s'en rappelle tous, non pas parce que ça a déçu ou quoi, pas que, mais parce qu'esthétiquement, parce qu'en termes de mise en scène, parce qu'en termes d'enjeu, il y avait des choses bien, et ça on s'en rappelle. Là bon voilà c'est cool hein, il y a des choses impressionnantes, mais pas au point où je vais m'en rappeler toute ma vie quoi. Il y a des choses que j'aime bien, je veux dire l'actrice d'Alice qui fait son speech qui est assez touchant, qui parle de son personnage emprisonné, la quête de la liberté qu'elle veut avoir et de l'émancipation, mais du coup tu sais pas si elle est honnête ou si elle manipule. C'est ça qui est bien, c'est quand justement toi-même en tant que spectateur t'es pas sûr à 100%. Les plans vides d'Harrenhal, où tu vois Daemon perdu ici, c'est pas beau encore une fois, mais il y a un truc au moins qui fait tellement fake ici que ça donne une sorte de charme. Parce que oui, on comprend bien que c'est ou un studio CGI, ou je sais pas, des peintures en matte painting, même si je pense plus qu'ils en font à cette époque-là. Mais il y a un côté un peu old school, dark fantasy, ce genre de plan que je peux apprécier ici. Surtout qu'en fait, c'est le symbole de ce personnage-là, quoi. C'est Aemond qui est en ruine, qui est perdu, qui a compris qu'il a échoué, un peu comme Harrenhal. Et l'arrivée de Dagon, elle est fascinante, parce que tu penses que ça va être la vengeance, mais en même temps, vu que tu as suivi ce personnage-là durant toute cette saison, tu sais que ça va être la réconciliation. Tu sais que la réaction d'Aegon qui est là, c'est-à-dire ce nouveau protagoniste, qu'on passe donc de Rhaenyra à lui, ce qui est une bonne idée, je trouve, de scénario, d'avoir suivi Rhaenyra pendant autant de saisons et d'un coup se dire, en fait, c'est Rhaenyra la méchante et l'espoir pour moins de cruauté, c'est Aegon. Je trouve que ça, c'est intéressant. Mais le fait que lui-même réalise qu'il n'est pas content que ça se passe bien, ça prouve qu'il a évolué. Ça prouve que c'est devenu une meilleure personne. Toujours un peu sadique, toujours problématique, mais bon, c'est Game of Thrones, c'est Westeros, c'est normal quoi. Mais c'est ça qui est fort, c'est comment eux réagissent tous les deux positivement, comment un arc de rédemption se prépare, mais surtout à quel point ces deux-là ensemble vont être dangereux, et quelles seront les limites de leur pouvoir ensemble face à Rhaenyra. Donc ça m'a donné envie de voir un Aegon qui va être peut-être au sommet du monde la saison prochaine. J'aime bien la manière dont ils ont fait ça, la manière dont ils ont créé de l'empathie pour Aegon, la manière dont ils ont changé d'un protagoniste à l'autre. Maintenant, on est plus du côté d'Aegon que de Rhaenyra, vu ce qu'il est en train de faire. C'est ça que j'aime bien aussi dans cette série-là. Mais encore une fois, la scène est cool sans être exceptionnelle, quoi. Même le suicide d'Elaena, elle voit le fameux cheval de la prophétie, elle sait que ça va se réaliser, elle comprend qu'elle sera prisonnière à vie, elle sait que l'hiver va arriver, du coup le monde pourrait les condamner. Le monde est foutu. Elle comprend ce que devient Rhaenyra. La scène où on la force à manger, je trouve que c'est peut-être la scène la plus violente et crade de l'épisode. Ça montre surtout deux choses. Que là, si elle veut s'émanciper et s'en aller, ce qui est quand même l'une des thématiques, hein, l'émancipation, il a qu'une opportunité, c'est le suicide. Elle veut pas vivre dans ce monde qui va aller vers l'apocalypse aussi. Et elle veut être libre. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le suicide, même s'il n'est pas mémorable, il est touchant. Parce qu'elle comprend le règne que va proposer Rhaenyra. C'est pour ça que le plan de fin, c'est littéralement cette fenêtre qui s'enferme et on dirait qu'elle est maintenant emprisonnée et qu'elle emprisonne la ville.
Je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est le symbole, et elle va plus rien laisser passer, mais elle est maintenant emprisonnée aussi. C'est les deux. Elle va devoir régner, mais c'est pas la personne qu'elle est en réalité. Mais c'est trop tard. Et ça, j'aime beaucoup. Surtout en termes de musique, je trouve qu'il y a un vrai travail dessus. Il y a un truc un peu mélancolique à la chose. Voilà, il y a plus de retour en arrière, c'est terminé. Le cliffhanger, il est réussi avec cette reine de sang emprisonnée par le trône lui-même. Il y a un truc par rapport au pouvoir que j'aime bien. Donc en vrai, encore une fois, c'est une série que j'aime bien politiquement, c'est une série que j'aime bien dans les thématiques abordées sur la morale, sur la vie, ce genre de choses. La fin avec Alicent, encore une fois, l'exemple parfait qu'ils savaient pas quoi foutre avec elle, ils l'ont même pas foutu dans cet épisode, ils l'ont mis quelque part dans un camp et puis basta. Mais un truc symbolique, poétique sur les papillons qui volent et comprend que le monde vient de changer. Il y a quelque chose quoi. Mais bon, globalement cette saison était ok. Genre j'ai pas détesté, j'ai passé un bon moment devant chaque épisode. Il y avait des fulgurances, surtout les 3 premiers que je trouvais vraiment solides et qui donnaient envie. Ensuite, 4, 5, 6, 7, c'est vraiment calmé, moins de mise en scène, ça avait plus de gueule. Là oui, ça relance un peu la machine, il y a des trucs vraiment cool. Mais ça qui me fait chier, c'est que c'est trop inégal. Il y a des trucs que j'aime beaucoup dans la série, il y a des trucs que je trouve inutiles. Il y a jamais rien de mauvais quoi. Mais globalement, c'est juste une série bien sans plus, quoi. Je sais pas, 3 étoiles sur 5, quoi. C'est ok, et c'est pas grave. Je passais un bon moment. Mais c'est vrai qu'il y avait des moyens juste d'améliorer l'esthétique, ça aurait changé beaucoup de choses. Mais il y avait des moyens de faire une meilleure saison, parce que je trouve que c'est peut-être plus intéressant par rapport à la saison 2. C'est moins bien rythmé, c'est plus inégal, mais ça se regarde bien, quoi. C'est pas du Game of Thrones comme on aime, mais ça reste passable. Donc oui, c'est ok. J'ai pas détesté cette saison, même si elle est clairement imparfaite. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description quand pas anglais afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.